Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Comment je vous décrirais bien ma fin de semaine, moi? Tranquille, c'est rien passé, il n'y a pas eu de controverse, rien, ça s'est tellement bien... j'étais tranquille chez nous en pyjama, comprends-tu? Bonjour Cybèle Olivier. Bonjour Sophie, alors tranquillou. Il y a eu zéro controverse impliquant l'émission la semaine dernière, il s'est rien passé, pas de chicane, moi c'est ça que j'aime. Pas de chicane dans ma cabane. Ben oui, mais on avait pensé appeler ça à la prochaine chicane. Ah non, ben non, il s'est rien passé. Non, rien du tout. Tout ça est évidemment ironique, ma chère Cybèle, parce que au cas où vous n'auriez pas suivi une certaine saga, vraiment une certaine saga, sans rentrer dans les détails. Tiens, on va le faire, mais sans nommer de nom. OK, bon. Hein? Oui. On va le faire. Qui a dit? Alors, il y a 2 semaines à l'émission, j'ai eu un invité qui a attaqué une personne X. Mettons, Monsieur Y a attaqué Monsieur X. Oui. La semaine dernière, j'ai reçu Monsieur X. Mais quand j'avais reçu Monsieur Y qui parlait de Monsieur X, et ça a fait jaser beaucoup. Fait que la semaine dernière, je recevais Monsieur X. On a parlé de plein de sujets. Mais à un moment donné, j'ai dit à Monsieur X, « Hey, Monsieur Y, il a quand même dit des affaires à votre sujet. On va vous les faire écouter. » Fait que là, Monsieur X, il a réagi en s'en prenant à Monsieur Y. Mais Monsieur Y... Pas à peu près, là. Pas rien qu'à peu près. Fait que Monsieur Y a dit, « Hey, toi, on va te poursuivre. » Fait que là, finalement, ça s'est réglé que Monsieur X s'est excusé à Monsieur Y. Mais c'est réglé. Mais c'est réglé, je pense que c'est fait, là. C'est fini. La chicane est terminée. Mais la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est que ça a brassé fort. Mais je fais juste dire aux gens qui nous écoutent en ce moment, que vous nous écoutiez à la radio, 99,5 FM, ou à la télé, tu vas me rappeler à quel poste c'est. Je pense que c'est 70. Ben, c'est 70 sur Elix, puis c'est Elix, 609 voilà. sur Vidéotron. Peu importe l'endroit. 651. Bon, c'est bon, bravo Sophie. Peu importe là où vous nous écoutez, que vous nous regardiez, c'est là que ça se passe. C'est pas un petit peu à gauche quand vous êtes au 99.5 FM. Non. C'est au 99.5 FM. C'est là que vous devez écouter. C'est là que ça se passe. Qu'on voit les C'est choses. là que les gens font des déclarations. Puis là, moi, je tends mon micro à des gens. Puis là, ils disent des affaires. C'est pas de ma faute à moi. Puis après, il y a des gens qui réagissent aux propos. Tu sais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que si vous voulez savoir c'est où que ça se passe, c'est ici, mesdames et messieurs, que ça se passe. C'est ici que vous devez écouter. Quand vous voulez suivre l'actualité, c'est à Cube que ça se passe. J'approuve ce message. Et on salue Monsieur X et Monsieur Y et Monsieur W, Z, toutes les lettres de l'alphabet. Et le fait que les excuses peuvent vraiment aider. Hugo, quand tu veux me parler, Hugo, appuie sur le petit bouton pour que tout le monde t'entende. Fais-la ta blague. Elle est bonne, ta blague. Jean-Philippe va trouver à un moment donné, voilà, le micro pour... Bon, je veux dire que Y, c'est pas le caricaturiste du journal, hein, juste mentionné. Là. Oui, donc il y a un caricaturiste au Journal de Montréal, le caricaturiste qui s'appelle en effet Y, c'est un nom d'emprunt, évidemment, mais c'est pas de lui qu'on parle. Donc j'aurais dû dire Monsieur X et Monsieur W. Donc on salue tout le monde et des fois les choses, les gens disent des choses qui, je pense, dépassent leur pensée. Donc il faut s'excuser dans ces temps-là, surtout quand on se fait menacer d'une petite poursuite par les avocats. Mais la morale de l'histoire, c'est écoutez donc Cube, peu importe la plateforme, l'application, en ligne, où vous voulez. C'est ici que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est ici que ça va se passer dans les prochaines minutes. Parce que je reçois Claudette Dion, chanteuse, directrice générale et porte-parole de la Fondation Maman Dion. Bonjour Claudette. Allô ma belle. Comment ça va Claudette? Ça va bien malgré tout. Le printemps s'en vient, puis qu'on s'appelle X, Y ou Z, je pense que l'important, c'est de parler, c'est de s'en parler et de s'exprimer. Voilà. Alors, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est que, on se connaît un petit peu dans la vie de tous les jours. Je t'apprécie énormément. Tu m'as envoyé un petit message en fin de semaine, Claudette, en me disant, je tire la sonnette d'alarme.
il se passe une situation avec la Fondation, puis je me suis dit, ben tiens, viens nous en parler pour alerter les gens. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Fondation Maman Dion, juste nous expliquer, pour nous le rappeler, qu'est-ce que ça fait, ta Fondation? Ben, la Fondation Maman Dion, ça vient en aide à des enfants de familles démunies pour la rentrée scolaire. Et Dieu sait que pour la rentrée scolaire, c'est difficile pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de demandes. On peut pas aider à tous. Nous, par Hamster, l'Aubainerie et Go Sport Chaussures Pop, on leur fournit des chaussures de sport, évidemment, pour faire l'éducation à l'intérieur, parce que ils peuvent pas jouer dehors avec les mêmes chaussures qu'à l'intérieur. C'est cher. Hamster, c'est les effets scolaires, puis l'Aubainerie, c'est une tenue vestimentaire pour une rentrée réussie. Donc, vous fournissez, grâce à ces gens-là qui font des dons et des gens qui font des dons financiers, vous arrivez à donner comme une trousse scolaire pour que les gens qui ont des problèmes financiers... Tout à fait. Parce qu'on dit l'école est gratuite au Québec. Elle est gratuite, peut-être, les frais de scolarité, mais ça coûte cher. Fournir en fourniture scolaire pour un enfant, c'est cher. Donc, vous venez en aide à ces gens-là. Et là, tu m'écris en me disant, cette année-là, on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas reçu grand-chose, donc on ne pourra pas aider beaucoup de monde. Pourquoi, Claudette? Ben, c'est pour ça que je fais appel aux gens, à leur générosité. Puis vous savez, un don, ça peut même aider pour vos impôts, là. Gênez-vous pas. Puis il n'y a pas de petits dons, c'est le geste qui compte. Tu sais, on dit toujours, on est 7 millions, on donne chacun $1. C'est niaiseux, tu vas me dire, mais c'est pas le montant. Mais plus vous donnez... C'est la solidarité qui compte. Tout à fait. Faut se tenir. Puis maman, avant que ça s'appelle la Fondation Maman Dion, c'était la Fondation Achille Tanguay qui portait le nom de son père parce qu'elle a dit que son père l'a aidé à aider aux gens. Il y avait des pauvres qui allaient s'asseoir sur leur balcon, puis il leur donnait des fruits, des légumes. Il y avait beaucoup de jardins. Maman a dit qu'elle a appris de son père. Mais maman, elle aidait des femmes en difficulté qui puissent retourner à l'école pour aller chercher un diplôme. Parce qu'elle s'est toujours dit, quand t'as un diplôme, t'as un job. Quand t'as un job, t'enrayes la pauvreté, Claudette. Et la fierté vient s'installer. J'ai eu une paye, je suis récompensée pour tout ce que je sais faire, tout ce que je sais dire. Alors pour elle dit, c'est la solution, Claudette. Pour un pays en santé mentalement, physiquement. Puis moi, ce qui me fait de la peine, c'est que, puis je veux pas pleurer, mais en même temps, je me dis, les enfants ont pas à être pris en otage de la difficulté des parents. Alors, quelle est l'aide aux parents? Ben, c'est nous, les fondations. Et je sais qu'il y en a de plus en plus. Ils ont chacun leur formule, mais il y a 17 régions à travers le Québec, c'est beaucoup de jeunes. Puis t'as 3-4 000 demandes, puis tu décides d'aider à 500 enfants, 1000 enfants. C'est crève-cœur. Oui, parce que, donc, ça fait... Cette année, c'est quoi? C'est qu'il y a moins d'argent qui a été donné, moins de fournitures. Vous allez pouvoir aider combien de personnes cette année? Écoute, j'ai pas fait le calcul. On espère toujours d'en avoir, puis on attend au mois de mai pour prendre une décision parce que en mai, je dois avertir mes partenaires annuels qui, eux, OK, Claudette, on t'envoie des cartes. Parce qu'avec la pandémie, tu vas comprendre, ma belle Sophie, que on faisait des rassemblements de 200 avant, de 200. On allait à l'entrepôt, on remplissait les sacs d'école avec 200 bénévoles qui faisaient le plaisir ils amenaient leurs enfants, leurs petits-enfants. Tout le monde mettait la roue. Oui, et puis les met à la pâte. Donc, on remplissait les sacs d'école. On mettait ça dans une boîte. C'était écrit Noémie dessus. On peut dire le nom de l'enfant. C'était livré directement par Hamster dans chaque porte. Et puis maintenant? Puis maintenant, on n'a plus le droit de rassemblement. Donc, on s'est reviré de bord en disant, hey, pourquoi on poste pas des cartes cadeaux? Au nom de l'enfant. Alors, une carte Go Sport, une carte Aubainerie, puis une carte Hamster au nom de l'enfant. D'accord. C'est pas une robe de chambre à maman qu'on va acheter que ça, là. C'est des vêtements pour enfants. Alors, quand ils arrivent au magasin avec leur carte cadeau au nom de l'enfant, c'est vraiment écrit Fondation. À Fondation Maman Dion, bienvenue, mon amour. Va choisir ce que tu as besoin, puis reviens-nous. Donc, on fonctionne avec des cartes cadeaux.
Puis on se dépêche avant juillet pour leur dire, vous avez été choisis, ne vous inquiétez pas, passez des belles vacances. Pour que les parents sachent qu'ils savent qu'ils vont avoir de l'aide pour la rentrée scolaire. Et si jamais ils déménagent, si vous déménagez, envoyez-nous votre nouvelle adresse pour ne pas poster ça. Donc, on s'assure que juillet, août, que tout le monde reçoive le carte cadeau pour magasiner. Mais là, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est pour nous dire, il y en a moins qu'avant, puis je vais pouvoir aider moins d'enfants qu'avant. Oui, tout à fait. Et ce que je comprends aussi entre les lignes, c'est que même l'existence même de la Fondation pourrait être remise en cause s'il n'y a pas des gens, comme tu me disais, avec un grand cœur ou des gens généreux. Oui. Donc, vous avez besoin de combien d'argent? Qu'est-ce qui manque? Moi, je te dirais minimum 100 000 parce que si vous calculez rapidement que c'est entre 250 et 300 $ par enfant qu'il faut aider, faites un calcul rapide. Oui, j'ai des prix, j'ai des bons prix, j'ai des rabais, j'ai des gens... Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Puis quand on fait des événements, comme on a fait un événement dernièrement, c'était une soirée casino avec des artistes, Martine Sinclair était là, Anthony Terrien dans Indéfendable, Nathalie Choquette qui nous fait son tour, tu sais, des gens qui ont dansé avec les gens, on a eu beaucoup de plaisir, mais à peine si on ramasse, c'est très peu, puis prochainement, on fait un autre événement aussi, mais ça peut être très populaire, les événements, mais très peu. Il y a un coût vous à tout ça. Vous n'arrivez pas à ramasser beaucoup de sous. Pas. Parce que les gens, des fois, disent, il y a un événement, ils vont ramasser des milliers de dollars, mais ça coûte cher organiser un événement. Juste louer une salle de spectacle, avoir un sonorisateur, avoir un éclairagiste, tu sais comment ça fonctionne. Alors, puis les répétitions, moi, souvent, je me retourne, je me dis, les répétitions, là, je connais quelqu'un qui a un studio, on va aller répéter là pour amoindrir les coûts. Pour que ce soit moins cher. Donc, tout à fait. Donc, cette fondation-là, qui existe depuis des années, est en péril financier, disons, cette année, et la survie même. Et la raison pour laquelle tu m'avais écrit, c'est que tu me disais, moi, j'ai fait une promesse. T'as fait une promesse à Maman Dion, celle qu'on n'a même plus besoin de, tu sais, on la connaît tous, Maman Dion, elle a fait partie de notre quotidien pendant des années. Tu lui avais fait une promesse de maintenir la fondation en vie. Donc, tu voudrais pouvoir honorer cette promesse-là. Puis là, je te vois, tu deviens émotive parce que ça vient te chercher. Je te dirais que j'étais proche aidante pour maman. Oui. On est 14 chez nous. On n'est pas tous capables d'être proches aidants. J'ai vu mes sœurs s'effondrer sur le balcon. C'est plus la même personne. Claudette a fait pitié. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils savent pas. Moi, elle me disait, Claudette, qu'est-ce que tu fais? J'ai affaire à toi. Elle voulait juste que j'aille plier des Kleenex avec elle. C'est une histoire tellement incroyable. Elle faisait de la démence. Certainement, elle est partie en oubliant de respirer, je sais pas, elle était pas souffrante, mais elle avait besoin de notre présence, elle avait besoin de notre aide. Puis elle m'a dit, Claudette, je veux que ce soit toi, la directrice de la fondation. Je dis, maman, je travaille déjà. Tu sais, j'ai la maison des Mordions aussi que je leur aide, je vais chanter à Noël, je vais chanter la fête des pères. Elle dit, oui, je sais. C'est pour ça que c'est à toi que je le demande. S'il te plaît, jure-moi que tu fermeras pas ma fondation. Mais vous allez comprendre, depuis le décès de maman, c'est peut-être un peu moins populaire parce que quand maman était là, plus elle avançait en âge, plus les gens étaient heureux de la rencontrer, prendre des photos avec elle. Et ça, j'en suis complètement consciente. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est plus difficile. Vu que ta maman est décédée. Donc. Puis avant ça, elle a fait construire une maison, puis on ne payait pas de loyer. Elle a dit, je veux ma fondation survivre. Alors, ça ne nous coûtait rien. Mais là, ça coûte des sous parce que ça appartient, ça a été vendu, ça appartient, puis c'est pas un reproche que je leur fais, c'est tout à fait normal. Alors, c'est des dépenses fixes qu'on n'avait pas calculées d'avant. On a dit, hey my God, OK. Alors, ça prend des sous. Ça prend des pour sous. Maintenir, oui. Alors, je vais te poser une question difficile, mais je te la pose en toute transparence. Oui. Et moi, mon métier comme journaliste, c'est de poser la question que les gens se posent à la maison. Les gens qui nous écoutent dans leur auto et à la télé sont sûrement en train de se dire, Maman Dion, Claudette Dion, il y en a une petite qui est à Las Vegas puis qui s'appelle Céline. Est-ce que, éventuellement, Céline pourrait aider? Est-ce qu'elle a déjà aidé? Est-ce que ça se peut que vous soyez obligé, pour la survie de la fondation, d'aller à nouveau demander de l'argent à Céline? Elle le sait même pas. Non. Elle le sait pas? Elle le sait pas encore, mais elle va le savoir.
Parce que je ne peux pas prendre sur mes épaules toute seule cette grande décision. Et je me dis, my God. Mais tu comprends pourquoi je te pose la question? Parce que tout le monde se la pose en ce moment. Écoute, tu sais, je me suis même demandé si on changerait pas le nom. Ah oui. Parce que je pensais que le nom faisait de l'ombrage à la mission. Ils sont riches, mon Dieu, arrangez-vous donc, puis appelez Céline. Puis on les entend au téléphone, les gens. Mais mon Dieu, appelez Céline, puis arrêtez de broyer. Et boy. Oui, elle, à part de Sainte-Justine, à part de fibrose kystique, à part de la maladie de l'homme raide. Mais moi, je vais aller broyer. C'est important de le mentionner, Claudette. C'est important de mentionner. Moi, je t'ai posé la question parce que, en toute honnêteté, il faut que je te la pose parce que les gens se la posent. T'as tellement raison, ma belle. Mais il faut aussi rappeler à quel point Céline, on peut jamais l'accuser de manquer de générosité, de s'impliquer dans des causes, de donner des sous. Puis là, tu viens d'en énumérer quelques-unes, mais la fibrose kystique, on se souvient... Sainte-Justine. Voilà, Sainte-Justine. La maladie de l'homme raide. Voilà. Vous avez compris pourquoi, justement, la maladie de l'homme raide, elle s'est laissée filmer pour donner un reportage aux gens, parce que Prime a donné 2 millions pour la recherche. Alors, tu sais, c'est un bel échange en même temps, puis de démontrer, parce que c'était pas une maladie, quand on dit grave, oui, la mort, parce que nous, ce qui nous fait de la peine aussi, c'est que personne ne mérite cette maladie-là, personne, surtout pas elle. Elle a travaillé fort toute sa vie, c'est quelqu'un de très discipliné, elle a un grand cœur, on le sait le talent qu'elle a mondialement parlant, mais en même temps, je me dis... Elle peut pas sauver le monde. Puis on se l'est dit, mais on va-tu arrêter de la chaler avec ça? Puis à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, elle est là. Elle est là pour donner un don. Mais on n'ose pas lui dire, 50 000 peut-être 100 000. On n'ose pas aller là parce que c'est sûr. Puis je voudrais qu'au Québec, qu'on soit indépendant de tout ça. Mm-hmm. Parce que moi, d'être dépendante de la fortune de mes parents ou de peu importe, tout le monde pense qu'on est riche. Puis c'est pas vrai. On travaille tous fort, chacun nos croyances, chacun nos efforts, sinon, je dirais, maman, je m'excuse, mais si on en a pas assez, même si on a des demandes, qu'est-ce qu'on va finir par répondre aux enfants? Je m'excuse, j'ai pas d'argent, je m'excuse, je peux pas acheter des cartes cadeaux, je m'excuse. C'est important de rappeler aussi, moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé la fondation de ta maman, qui est devenue maintenant la fondation que toi, tu gères, c'est que c'est tellement important de donner ce coup de pouce-là au début de et puis, il y en a, c'est pas comme s'il y avait pas de besoin. Puis, je suis contente parce que tu as mentionné qu'il y a de plus en plus d'immigrants. Donc, des gens qui arrivent ici avec rien, des fois des réfugiés, ils ont même pas d'argent pour s'acheter une paire de souliers. Ils savent même pas ce que ça prend dans le sac d'école. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Alors, je leur envoie la liste des effets, soit primaires ou secondaires, peu importe l'âge des enfants. Puis, ils viennent frapper à la porte. La maman dit, je m'excuse de vous déranger, j'ai pas d'ordinateur chez moi, je sais à peine un peu parler français. Je t'écoute, ma belle, pleure pas. Je t'écoute. Elle a sa petite fille avec elle de 8 ans. Elle me dit, je sais pas ce qu'elle aura besoin. On vient à peine, c'est ma voisine qui m'a dit, va à la Fondation Maman Dion. La petite fille sort derrière sa mère, elle dit, Madame, quoi mon amour, est-ce que tu vas aider ma mère? Je vais écouter ta mère, Tilou, mais c'est toi que je vais aider. Parce que c'est toi qui as besoin pour aller à l'école. Puis moi, je le sais c'est quoi ça te prend, puis je vais le dire tout ça à maman. Parce que maman a fait beaucoup de trucs. Puis cette maman-là, je te dirais qu'elle était un peu venue se cacher de la violence et de tout ce qu'il faut. Alors, peu importe la raison, nous, on fait bien attention quel enfant qu'on aide. C'est pas vrai que tu vas sauver des paiements d'hypothèque pour... Tu sais, non. C'est ça. Vous choisissez des gens qui ont vraiment besoin. Tu fais une demande, pourquoi? Explique-nous pourquoi ta demande. D'accord. Alors, Claudette, je suis très contente de t'avoir donné un micro aujourd'hui pour que tu puisses sensibiliser les gens et clarifier aussi les choses. Ouais. C'est important. Je veux pas te laisser aller sans qu'on parle de chansons quand même. Tu présentes ces temps-ci aussi un spectacle hommage à Édith Piaf. Malade. Hey, écoute, complètement capoté. Les prochaines dates, alors attends, parce qu'en plus, mon collègue Hugo Veilleux m'a donné toutes les dates. Le 23 mars, t'es à Victoriaville. Ouais. Le 30 à Saint-Jérôme. Au mois d'avril à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis le 16 mai au Cabaret du Casino à Montréal. Donc... Puis je pense que le 17 avril, c'est à Charlemagne, Alphonse Desjardins. C'était pas écrit sur votre date de spectacle. De mémoire, ma belle, je te le dis. Alors, parle-moi rapidement. Ouais, mon mec à moi est drôle. Elle est tout le temps en train de chanter.
Quand il parle d'aventure. C'est le 27 avril. Donc, ma belle, pourquoi Piaf? Écoute, c'est tellement une belle histoire dans notre famille parce que je suis la marraine de Céline. Et à un moment donné, Céline faisait Jasmin en 84. Michel Jasmin. Oui. Alors, René m'appelle et dit, Claudette, t'es sa marraine. Noël s'en vient. On est le 5 décembre. Noël s'en vient. Qu'est-ce que tu t'aurais pensé d'offrir à Céline pour Noël? Je dis, elle a tout, là. Je sais pas, j'ai aucune idée. Il dit, offre-lui une chanson. Ah, d'accord. Facile. Nous autres, c'était que du plaisir. Puis là, il me dit pas que c'était à la télé. Il dit, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Je vais essayer de trouver une chanson Non, il dit, cherche pas. Fais l'hymne à l'amour. Ah, c'est à cause de toi que c'est cette toune-là qu'elle a chantée à la Tour Eiffel. Mais c'est fou comment cette histoire-là règne depuis des décennies dans notre famille. Alors, je suis allée à Michel Jasmin lui offrir l'hymne à l'amour. Et à partir de là, Sophie, les gens ont appelé si j'étais en spectacle, si je faisais quelque chose. Et ça m'a permis d'aller jusqu'à l'Olympia de Paris. Par Gilbert Coulier, qui est producteur de l'Olympia. Absolument. Pour aller chanter Piaf en 2023, en 2003, c'est-à-dire l'année que papa il est décédé. Puis à chaque soir, je me disais, papa, attends-moi, s'il te plaît, je veux te raconter tout ce que je suis en train de vivre. C'est malade, c'est malade. Et ça a amené après que la petite Céline, devenue grande, a chanté ça sur la Tour Eiffel, puis on a tous braillé partout à travers la planète. C'est malade. Non, mais je le sais bien, mais elle coûte pas. Non, mais j'y vais. Claudette. Non, ça m'embête pas, on chante. C'est la chanson, c'est l'hymne à l'amour la plus, c'est tellement bien écrit, même en détresse. On va se quitter là-dessus. Hey, toi, pas vrai. Ça. Ben oui, c'est déjà fini. Ça fait 20 minutes qu'on se parle. Ben puis, on peut-tu prendre 5 minutes? Non, mais j'ai une chasse au coco qui s'en vient, Charlemagne. Oui, une chasse au coco, vite, là. J'ai une chasse au coco le 12 avril, une semaine avant Pâques, ça se passe à Charlemagne. On va jouer dehors, on charge des bonbons, on charge du chocolat. Parfait. C'est malade mental. Au parc Le Petit Bois des Pères à Charlemagne. Le Petit Bois des Pères à Charlemagne, ce qu'on a joué. OK, merci. Bonsoir. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, les histoires d'erreurs médicales ou de gens qui ont un diagnostic qui arrive trop tard ou des patients qui ne se sentent pas écoutés par le système médical, il y en a chaque semaine. Mais il y a une histoire qui a beaucoup ébranlé le Québec. On en a entendu parler l'été dernier. C'est le cas de Jacques Teasdale, donc ancien conseiller municipal et aussi ancien journaliste à TVA, parce que on a appris finalement qu'il était décédé d'un cancer du poumon qui aurait très bien pu être évité. Je vais en parler avec son fils, Olivier Teasdale. Monsieur Teasdale, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être pour nous rappeler d'abord dans quelles circonstances votre père est mort l'année dernière, puis on va parler après des erreurs médicales et de ce que vous voulez faire pour changer les choses. Alors, on va le faire dans l'ordre pour que les gens qui nous écoutent et qui sont pas au courant du dossier puissent se mettre à jour en vous écoutant. Donc, d'abord, dans quelles circonstances votre papa, Jacques Teasdale, est décédé? En fait, mon père est décédé d'un cancer des poumons, stade 4, le 16 juillet dernier. Pour faire un bref résumé de la situation, mon père avait passé un TACO des poumons en décembre 2020 et avait un TACO où on diagnostiquait un adénocarcinome in situ, donc un début de cancer sous la peau. Il a été vu par son pneumologue en janvier 2021, un mois après le TACO, qui ont convenu ensemble de prendre un suivi 1 an plus tard. L'histoire nous apprendra que le suivi n'aura jamais lieu et que malheureusement, après plusieurs visites et hospitalisations, les années qui ont suivi le TACO de décembre 2020, puis plusieurs visites avec son médecin de famille, son infirmière praticienne, le cancer s'est propagé jusqu'à un stade 4 et malheureusement, mon père est décédé de ce cancer-là qui, comme plusieurs nous l'ont dit, aurait pu être traité facilement au début, il y a 4 ans maintenant, lorsque ça a été découvert, l'adénocarcinome. Alors, l'été dernier, vous avez alerté les médias, donc on a lu des chroniques, on a lu des textes là-dessus qui nous racontaient dans les détails cette histoire-là, parce que votre père, Jacques Teasdale, donc ses réflexes de journaliste, c'était bien sûr de fouiller et de documenter les faits. C'est ça que ça fait un journaliste. Donc, ses réflexes donc faisaient en sorte qu'il notait les dates, qu'il notait les événements.
Et donc, c'est comme ça qu'on a appris que, donc, quand votre père passe ce fameux examen, normalement, quand on dit il doit y avoir un suivi, même quand le médecin lui dit on devrait faire un suivi dans 1 an, c'était déjà trop tard. Le suivi aurait dû être fait dans les semaines, dans les mois qui suivaient. Comme les oncologues nous ont dit, parce qu'on a rencontré plusieurs médecins, il faut comprendre que de la journée où est-ce qu'on a un diagnostic de cancer des poumons, là, il y a le branle-bas de combat, les médecins, on en voit un et un autre. Et plusieurs nous ont dit, du moment où on nous a dit que le dossier de mon père avait été oublié, plusieurs nous ont dit si ça avait été traité en 2021, lorsqu'il a vu le pneumologue, le cancer aurait été guéri. Et même après avoir fait plainte au CNDP, lorsqu'ils ont accepté notre plainte au CNDP, le médecin examinateur nous mentionne la même chose. Le suivi aurait dû être fait tout de suite et jamais mon père aurait dû sortir de l'hôpital cette journée-là et on aurait dû le garder à l'hôpital pour prendre des démarches tout de suite pour faire une opération. Vous venez d'utiliser un mot, puis vous l'aviez utilisé à l'époque en 2024, l'année dernière. Vous avez dit « le dossier de mon père a été oublié ». Là, il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent à la télévision, qui se disent « c'est épouvantable ». Comment une information aussi importante peut être oubliée et comment un suivi qui devait être fait peut passer entre les cracks? Est-ce que vous, rendu aujourd'hui, au mois de mars, vous avez un élément de réponse à ces questions-là? Comment on fait pour perdre un dossier ou oublier un dossier dans le système de santé québécois en 2024, en 2025? Vous savez, Madame Durocher, le premier réflexe qu'on a quand quelqu'un nous dit le dossier est tombé entre 2 chaises, quand on a un père journaliste, faut comprendre que la pomme n'est pas tombée loin du pommier non plus. Moi aussi, j'ai fait des recherches. On a fait des demandes sur son dossier médical au CHU de Québec. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 2 volets. Hein. Il y a le CHU de Québec et il y a aussi le GMF de Loretteville, la clinique médicale, où son médecin de famille reçoit aussi la documentation. Oui. Donc, on a fait plusieurs recherches. On a constaté effectivement qu'il y avait eu un suivi qui avait été convenu entre Jacques et son pneumologue Pierre Damour à l'hôpital de l'Enfant Jésus, suivi qui n'aura jamais eu lieu. Et maintenant, pour savoir si on comprend mieux aujourd'hui, ce qu'on a demandé au CHU de Québec, c'est à savoir, lorsqu'un pneumologue, parce que par leur article de loi, leur article du Code du Collège des médecins, l'article 32, ils ont une obligation de suivi. On a fait la demande au CHU de Québec et ça a été extrêmement difficile, imaginez-vous, pour nous d'aller chercher ce document-là parce qu'on voulait pas nous le remettre. Il n'y a jamais aucun suivi qui est parti du bureau du pneumologue. Il n'y a jamais de requête qui a été faite du bureau du pneumologue. C'est écrit noir sur blanc par le CHU de Québec. Donc, l'entité qui gère le médecin, le spécialiste qui était à l'époque chef de la pneumologie du CHU de Québec, n'a jamais pris le temps de faire sortir de son bureau la requête pour un suivi qui va être 1 an plus tard. Ensuite, on va passer un examen, on se fait opérer, on dit on vous rappelle dans 8 semaines pour un suivi post-opératoire. On va se faire rappeler dans 8 semaines. Mon père a rappelé. Pas de nouvelles, bonne nouvelle qu'il nous disait, parce que mon père, c'est un vieux de la vieille, c'est un journaliste à l'ancienne, encore au cardex puis au crayon. Faut comprendre que quand il dit j'ai pas de nouvelles, c'est des bonnes nouvelles. Et aussi, il faut dire qu'il se fait hospitaliser 4-5 fois dans les années où on lui dit, vous avez une bronchite, vous avez une pneumonie, vous retournez chez vous avec des médicaments. Personne lui mentionne ou personne ne lui parle de l'adénocarcinome qui a été décelé en 2020. Alors, c'est vraiment important de nous rappeler chacune de ces étapes-là, Monsieur Teasdale, parce que, il y a eu des articles, ma collègue, entre autres, Élisa Cloutier du Journal de Québec, a fait de nombreux textes là-dessus. Là, on arrive à octobre 2024, donc après le décès de votre père. Et là, vous décidez, vous, d'envoyer une mise en demeure et à l'hôpital et à la clinique GMF. On en est où avec ça, avec cette mise en demeure-là? Est-ce qu'il va y avoir une poursuite? Allez-vous les poursuivre? Présentement, on essaie de comprendre le système. C'est un système, on se bat contre une machine qui est hyper importante. Ils ont plusieurs avocats, plusieurs entités. Les médecins ont des bureaux d'assurance différents. Donc, en envoyant la mise en demeure, on a des réponses de plusieurs cabinets d'avocats différents parce qu'il y a une infirmière praticienne, un médecin de famille, un spécialiste, le CHU de Québec. On nous demande de patienter le temps qu'eux prennent position actuellement. Et c'est pour ça que nous, on continue de faire du bruit, parce qu'on trouve que c'est lourd. Faut toujours penser que en arrière de ça, il y a une famille qui va devoir vivre un deuil plus tard. Parce qu'en ce moment, on vit pas notre deuil. On veut rendre justice à mon père, puis on travaille pour lui. Il faut penser aussi qu'on se fait mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, je le mentionne dans plusieurs articles, on avait un document qui est le document de la radiologiste qui nous a été remis par erreur, si on veut. Parce que le GMF de Loretteville nous a rappelé pour revenir en nous disant, écoutez, M. Teasdale, il y a des documents qui se sont joints à votre document qui n'ont pas d'affaires là. Vous savez,
comme je vous disais tantôt, la pomme n'est pas tombée de l'arbre. J'ai fait imprimer le document avant d'aller le reporter pour comparer les documents qui allaient être changés à la suite. Et le document, qui nous a d'ailleurs même pas été encore aujourd'hui remis par le CHU de Québec, c'est le document de la radiologiste qui avise le médecin de famille, l'infirmière praticienne, le pneumologue de l'époque, que mon père a un adénocarcinome. Mais jamais, des suites de ça, personne ne prend un plan d'intervention pour dire on va aider Jean Tisdale. OK, donc vous êtes en train de nous dire, puis ça, je trouve c'est le bout le plus hallucinant de l'histoire, qu'il y a dans le dossier de votre père un document qui montre noir sur blanc, qu'il y a une radiologiste donc qui a fait l'examen de votre père, qui dit ce monsieur-là, il a un cancer, attention tout le monde, il faut faire quelque chose, et que ce document-là s'est retrouvé par erreur dans les documents qui vous ont été remis, et que là, le milieu médical québécois vous dit « Hey, Monsieur Tisdale, fils, rendez-nous le document, on vous l'a donné par erreur. » Je veux dire, chaque affaire que je lis dans ce dossier-là me fait halluciner. C'est pour la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui, Olivier Tisdale, c'est que vous avez parti une pétition, alors que les gens peuvent aller signer ou pas. Ça dit que vous demandez que dans cette pétition-là, on suspende tous les... Je vais demander à Jean-Philippe de le laisser à l'écran, là, que je puisse le lire en même temps. Suspendez tous les professionnels de santé pendant les enquêtes sur des erreurs médicales. Donc, votre objectif, c'était qu'il y ait 200 personnes qui le signent. Pour l'instant, il y en a 165. Pourquoi cette pétition-là, Monsieur Tisdale? C'est pas un peu énorme comme demande? Parce qu'à ce moment-là, chaque fois que quelqu'un porte plainte, tous les gens dans le milieu médical vont être suspendus. Non, faut comprendre la pétition parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour écrire. Faut comprendre, lorsqu'on demande la suspension, nous, ce qu'on demande, c'est quand il y a une erreur de la sorte comme il y a eu sur mon père. On comprend que dans mon père, l'erreur, la fatalité, c'est un petit mot de 4 lettres, mais qui a de graves conséquences, c'est la mort. Mon père ne pourra pas revenir, il est décédé des suites de cette négligence, oubli ou cette erreur-là. Donc, ce qu'on demande, c'est quand un médecin fait une erreur qui cause la mort, actuellement au Québec, que le moment où il y a une enquête, du moment où une enquête est entreprise par le collège ou par le ministère ou par la nouvelle Agence Santé Québec, on demande à ce que le médecin soit suspendu le temps au moins de l'enquête. Parce que vous savez, j'aime mieux être traité par un médecin que je vais savoir qu'il va s'occuper de moi ou qu'il m'oubliera pas qu'un médecin qui va m'oublier. Donc, c'est ce qu'on demande. On demande lorsqu'il y a une enquête majeure. Vous savez, il y a des médecins qui ont été suspendus, exemple, dans le COVID, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient contre le vaccin. C'est pas ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est lorsqu'il y a une erreur majeure qui cause la mort, au moment où il y a une enquête par une entité qui est au Québec, qui est légiférée, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une suspension, le temps au moins de l'enquête, qu'on puisse voir si, est-ce que c'est un problème d'incompétence? Est-ce que c'est un problème formatif? Est-ce que c'est un problème de négligence? Il y a plusieurs sortes de problèmes qui peuvent arriver au niveau. C'est plus clair. Expliquer comme ça, c'est plus clair. Cybèle, il y a des gens qui nous écoutent et qui réagissent au propos de M. Tisdale. Ouais, Antoine en particulier qui nous a référé à un vieil article de la presse, vieil, pas tant que ça, 2017, qui parlait justement des erreurs médicales. Et c'est l'avocat spécialisé Jean-Pierre Ménard, spécialisé dans le droit médical, qui avait dit que ça avait représenté les erreurs médicales assumées par le système avait représenté plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars. Et je sais pas si vous le savez, vous, Monsieur Tisdale, mais dans l'article, on affirme que la RAMQ n'avait jamais entamé une seule poursuite depuis sa fondation en 1970 contre les médecins. Donc là, vous demandez est-ce qu'on suspende les professionnels pendant ces enquêtes-là, mais est-ce que vous allez même jusqu'à demander des poursuites? Parce que en 2017, ça s'était toujours pas fait. Vous savez, je sais pas, sur l'angle des poursuites, je sais pas lequel genre de poursuite vous parlez. Vous savez que les poursuites au civil, il y en a quand même plusieurs qui sont au Québec, qui se sont réglées soit hors cours, soit qui sont toujours en attente de règlement, sans savoir ceux non plus qui sont entamés, qu'on ne connaît pas encore. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'on a publié l'histoire de mon père, j'ai des centaines d'histoires qui sont arrivées par courriel, texto, Facebook, des gens qui l'ont vécu avec leur père, leur mère, leurs enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aberrant aujourd'hui de voir dans un système de santé où on devrait être performant qu'on a encore beaucoup de lacunes. Il faut savoir qu'en 2017, il y avait une enquête au Québec qui disait qu'il y a 24 000 morts au Québec d'erreurs médicales annuellement. Des enquêtes qui avaient été fournies à Radio-Canada à cette époque-là, qu'on a faites dans nos recherches. C'est beaucoup trop de morts. On peut pas se contenter de ce genre de chiffres-là aujourd'hui. Il faut que le système réagisse rapidement. Vous savez, on veut éviter qu'il y ait d'autres familles qui soient pris pour vivre la même tragédie que nous, on a vécu. Parce que voir mon père mourir à petit feu, vous savez, j'ai 45 ans, mon père avait 74 ans, j'ai vu mon père mourir à petit feu dans des souffrances incroyables. Et on veut pas vivre ça. On veut pas vivre ça parce qu'il y a eu une erreur et c'est inacceptable. Comme le ministre l'avait dit à l'époque dans le dossier de mon père, c'est inacceptable comme situation.
Absolument. Donc, écoutez, les gens pourront, s'ils le souhaitent, aller signer cette pétition. On va continuer à suivre ce dossier-là, surtout quand vous nous dites, Monsieur Tisdale, qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont contacté avec des histoires similaires. Donc, on va faire un suivi là-dessus. D'ailleurs, Cybèle, tu peux redonner peut-être notre numéro de téléphone, notre adresse courriel, pour que les gens qui ont vécu peut-être des histoires semblables puissent également nous contacter. Oui, donc l'adresse, pour l'adresse courriel, vous pouvez envoyer ça à sophie@commercialcube.radio ou sinon, vous pouvez nous appeler au 1-877-827-2346. On en reçoit souvent des appels en régie. N'hésitez pas, vous pouvez nous texter, mais appelez-nous. On va prendre le temps de vous rappeler ensuite. Si vous voulez partager des histoires, si vous voulez qu'on creuse avec vous, on est là pour ça, Sophie. Absolument. Monsieur Tisdale, j'aurais dû commencer avec ça. Mes condoléances. J'ai jamais eu l'occasion de travailler avec votre papa, mais ce que j'entends de lui, c'est que c'était un homme exceptionnel, un journaliste rigoureux et manifestement quelqu'un de très apprécié. Donc, mes condoléances à vous et à tout le reste de la famille, en espérant qu'à un moment donné, vous puissiez faire votre deuil comme il faut et passer à la suite des choses, comme on dit, mais c'est difficile de faire son deuil quand on a la tête pleine de questions. Merci beaucoup, Olivier Tisdale. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Est-ce qu'on est en train de devenir des abrutis? Hein? Quand on regarde la télé puis que les émissions sont de plus en plus niaiseuses. C'est de ça que tu veux nous parler, Rémi? Moi, j'avoue que quiconque dénonce l'abrutissement général en culture, j'apprécie. Et moi, j'ai l'habitude de le faire et d'habitude, donc, je me tiens à l'écart. Donc, c'est-à-dire que je dénonce un phénomène puis je dis, voyons, il y a des gens qui font ça, mais je dois me confesser, Sophie. On va parler de ces gens qui regardent la télé en regardant leur téléphone ou qui regardent la télé en faisant autre chose. Ça s'appellerait, selon Hugo Dumas, là, qui a écrit un beau texte dans la presse en fin de semaine, du casual viewing, traduction libre en français, visionnement passif. Ouais, ou écoute non attentive. Exactement, c'est ça. C'est une écoute je m'en foutiste. Oui. Tu fais semblant que ça t'intéresse, finalement ça t'intéresse pas tant que ça. Et je vous avise de ne pas faire ça quand vous écoutez Cube. Il faut que vous me donniez votre attention complète et totale. Ben non. Non, mais j'ai lu ce texte-là, je me suis vraiment reconnu. Là. Oui. Moi, je fais ça presque tous les soirs. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as ton ordinateur allumé, ton sel? Alors non, je me mets dans mon salon. Je me mets dans mon salon. OK, donc tu me demandes ce que je fais pendant que je regarde. Je suis sur mon téléphone. Je suis sur mon téléphone. Oui. Essentiellement, je suis sur mon téléphone. Je regarde d'autres vidéos en regardant une vidéo. Non, je sais. Je sais. Et d'ailleurs, j'ai découvert... Toi aussi, Cybèle, tu fais ça? Absolument. Tu regardes des vidéos de chats pendant que tu regardes je vais vraiment être dans mes réseaux sociaux. Des fois, je dois reculer mes émissions parce que je comprends rien de ce qui s'est passé. Ah ouais. Vous êtes épouvantable. Génération de concentration dans un écureuil sur un double espresso. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même tous les deux. Mais c'est un vrai truc qui, visiblement, afflige toutes sortes de gens. Là. Je veux dire, des gens comme moi, des gens comme Cybèle, des gens comme toutes sortes de monde. Là. Oui, tous les âges. Toutes les générations de gens font ça. C'est pas un truc générationnel. Et donc, pour revenir, Hugo Dumas dit que dans la presse, que ce phénomène-là, qui prend de plus en plus d'importance, si c'était juste un phénomène, ce serait une chose. Mais c'est que ça fait en sorte que les gens qui font de la télé, qui fabriquent de la télé, édulcorent leurs propos, simplifient les trucs, et sachant que les gens les écoutent seulement d'une oreille distraite. Et c'est là qu'on en vient à des abrutis. C'est que ça donne des personnages qui disent... Eh bien, en ce moment, je suis en train de découper des carottes, car tout à l'heure, tu m'as demandé de découper des carottes, parce que sinon, s'ils font juste le geste de découper des carottes, toi, t'es en train d'être sur un autre écran, donc tu te rends pas compte que la personne est en train de découper des carottes. Je veux dire, déjà, des fois, on nous prend pour des abrutis, mais là, on est rendu encore plus abrutis. Ben là, c'est là que ça devient grave, parce que si on se contentait de dire, ça fait en sorte que les gens dans le public passent un moins bon moment, c'est-à-dire on n'apprécie pas le film, ça serait juste ça. Mais là, le problème, c'est que l'art écope.
Oui. C'est exactement ça, là, parce qu'il y a des gens qui, eux, ne font pas ça et qui se retrouvent de plus en plus devant des séries qui sont formatées pour ces gens-là. Et c'est un marché très lucratif. C'est ça qu'on découvre, en fait, dans plusieurs revues qui ont analysé le phénomène. Ces gens-là, ils sont abonnés à Netflix. Ils vont le rester. Ils vont continuer de regarder à moitié des trucs. Donc, il faut leur offrir un contenu qui n'est pas un contenu, on appelle ça un contenu de deuxième écran. Oui. C'est ça l'expression, parce qu'on sait qu'ils sont devant leur téléphone. Donc, ça fait exactement ce genre de scène-là. Je suis en amour avec toi, ce que j'ai envie de t'embrasser. Est-ce que tu pourrais te rapprocher de moi? Mais ça, normalement, il n'y a même pas de texte pour dire ça. C'est le jeu des comédiens, c'est les yeux des acteurs, et voilà. Mais tu vois, quand je lisais le texte, je me disais, bon, on est en train donc de rendre la télé, certaines émissions, en tout cas, encore plus abrutissantes ou plus abruties que d'autres. Et là, je me disais... moi, j'ai aucun problème, par exemple, à regarder des films sous-titrés, des séries télé sous-titrées, et je me dis, ben là, c'est impossible. Tu peux pas, mettons, regarder récemment, Squid Game. ou White Lotus, récemment, il parle thaïlandais. Ouais, exactement. Puis tous les bouts, il parle thaïlandais, mais tu peux pas écouter. Il faut vraiment que tu sois concentré, parce que sinon, tu comprends rien de l'histoire. OK, je veux juste dire... Parce que tout le monde capote en ce moment sur White Lotus parce que Charlotte Lebon joue dedans, là. Moi, la 3e saison de White Lotus, je trouve ça insignifiant du début jusqu'à la fin. Et déjà, moi, j'avais aimé la première saison, la 2e, beaucoup moins. Mais là, rendu à la 3e, je ne comprends pas l'intérêt de cette série-là. Alors, que les gens suivent pas les sous-titres, qu'est-ce qu'il y a d'informations dans les sous-titres de toute façon que vous comprendriez pas? C'est pas mal abrutissant à la base. Mais qu'est-ce que tu fais pendant la 3e saison? C'est ça, c'est parce que d'après moi, tu es en train de faire autre chose pendant la 3e saison. Toi aussi, tu es victime du casual viewing. Non, parce que moi, c'est mon métier, j'ai pas le choix. Je regarde ça comme je regarde les séries québécoises, comme je lis des livres québécois. Mais moi, ce qui m'inquiète, et ce qui t'inquiète toi aussi, je pense, Rémi, c'est que ce phénomène-là où on édulcore le propos, c'est pas juste à la télé. C'est un petit peu partout quand même. Bien sûr. Écoute, en fait, on pourrait aller plus loin. On pourrait désormais demander aux muséologues, les gens qui tiennent des galeries d'art également, de s'adapter à ce nouveau public-là, à ces nouveaux clients-là qui ne sont pas capables de se concentrer sur une chose. Hein, la lecture, comment on va faire? Parce que honnêtement, je pense que c'est la même chose pour la lecture. Moi, je dois faire une 2e confession. C'est vraiment la chronique confession. Et c'est une très mauvaise habitude que je viens de prendre. Je ne suis plus capable de lire plus qu'1 heure sans regarder mon téléphone. Des fois, c'est à chaque 15 minutes, je regarde mon téléphone et je me relance et je lis beaucoup, là. Je lis 2 à 3 heures par jour. Mais c'est juste que mon téléphone, j'y retourne. Ça a changé. Il est très tentant, le téléphone. Bien sûr et c'est intéressant parce que je voyais passer récemment des bars où les gens peuvent aller lire. Et ce sont des bars silencieux. Donc, tu t'installes, il y a des gros fauteuils en cuir, donc tu peux quand même commander ton scotch ou ton Cosmopolitan ou ce que tu voudras bien. Mais ce sont des bars silencieux où les gens vont pour lire et même dans certains cas, tu peux lire en silence. Boire et lire en silence. 3 choses qu'on aime. Boire, lire et le silence. Mais tu dis, dans les musées, on est peut-être en train de rendre les gens de se plier devant les nouvelles demandes. Mais c'est déjà comme ça dans les musées. Parce que dans les musées, dans mon ancien temps, les petits amis, t'allais dans un musée puis les gens prenaient le temps d'apprécier l'œuvre. Tu sais, t'allais au musée pour être inondé soit d'œuvres qui te venaient te chercher par leur beauté ou des œuvres dérangeantes, hein. Tu sais, t'allais voir du Bacon ou t'allais voir Hieronymus Bosch, c'était dérangeant puis tout ça. Et là, maintenant, les gens vont au musée pour prendre une photo. Oui, mais s'ils pour payent, le mettre sur leurs médias sociaux. Mais s'ils payent, ils sont là quand même. Oui, mais c'est parce qu'ils enquiquinent les autres qui sont comme ça. Non, toi, t'as envie de prendre le temps devant une œuvre, t'as envie d'arriver devant les tournesols et là, les gens, ils viennent prendre une photo de tournesol, prendre une photo d'eux, faire un selfie devant les tournesols, mais ils s'en foutent de l'œuvre. L'œuvre ne les intéresse pas. Ils veulent mettre ça sur leurs médias sociaux en disant « J'ai vu les tournesols ». J'y étais. Donc, on est en train, même là,
de rendre les gens encore plus abrutis. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, les mots de Montaigne, des fois. Montaigne qui a écrit les essais disait « Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. » Ça, c'est un vrai... Non, mais j'aime ça. On dirait qu'on n'est plus capable de faire une affaire. Puis, chaque chose qui constitue une journée... Non, mais c'est très simple comme phrase, mais tout le monde peut la comprendre. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Ça veut dire que chaque chose qui constitue une journée devrait être faite complètement. Vous regardez un film, vous regardez un film. Vous dormez, vous dormez. Vous faites à manger, vous faites à manger. Si vous êtes toujours en train de faire deux affaires en même temps, en réalité, vous faites rien complètement. Mais ça, c'est le faux mot. C'est le fameux faux mot. En anglais, donc fear of missing out, c'est que pendant que tu prépares ton souper ou pendant que tu regardes White Lotus, tu te dis, OK, c'est bien le fun, White Lotus, mais d'un coup que sur Instagram, il y aurait quelque chose de plus intéressant. Ce qui fait que tu es constamment en train de te dire, ce que je vis n'est pas si intéressant que ça, puisqu'il y a la possibilité d'un ailleurs plus intéressant. Moi, c'est ça que je trouve un peu tristounet. Si on se concentre sur la question de la télévision, malheureusement, ça donne raison à des gens comme moi qui soutiennent depuis des années que c'est un art, et là, pas mineur, mais c'est pas un art qu'on peut mettre au même niveau que la littérature. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je sais qu'on n'a pas assez de temps pour parler de ça. Regarde, tu reviens quand? Tu reviens mercredi? Je reviens même demain. Tu reviens demain? Bon, j'ai déjà hâte. Alors, demain, ton sujet de chronique, et on va faire un débat, puis on va demander, Cybèle, aux gens de participer au débat. Trouvez-vous que la télé est un art mineur? Moi, les dernières années, j'ai plus de plaisir à regarder des grandes séries télévisées qu'à regarder des films. Ouais, là, je veux pas dire hors mineur, par contre. On va redéfinir la question demain, OK? OK, on va faire la question demain, mais tu connais la phrase de Gainsbourg sur la chanson qui est un art mineur. Merci beaucoup, Montaigne-Gainsbourg, la même journée. J'espère qu'on... En tout cas, c'est pas en écoutant un que vous allez devenir abruti, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci à Hugo Veilleux, merci à Jean-Philippe Leroux, merci à Cybèle Olivier et toi aussi, Rémi Villemur. Toujours un plaisir. À demain. Kid.